Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir de vous accueillir en cette quatrième journée de la semaine de la fête. Déjà, il me semble que la semaine passe très vite. On est quasiment à la fin, là, donc on va profiter de nos dernières et de nos conférences d'aujourd'hui et plus précisément de nos conférences de ce matin. Pour commencer, donc, Cathy Janka, je suis chargée de projet pour le pôle d'expertise en terreur dans formation à distance. Je vous invite peut-être à nous faire un petit coucou dans le clavardage si vous avez envie de nous dire d'où est-ce que vous êtes, mais peut-être aussi justement c'est quoi vos titres, vos rôles pour voir un peu c'est quoi notre groupe ce matin et à qui Francky va s'adresser puisque on va discuter dans cette conférence atelier encore une fois de ludification. La conférence s'intitule Jouer mais aligner, choisir des pratiques ludiques efficaces et ça va être Francky Beauchamp qui va venir nous présenter ça. Donc Francky, bonjour. Elle est doctorante en psychopédagogie et conseillère pédagogique à l'Université de Montréal et ses intérêts, ses travaux portent principalement sur l'intégration du jeu et des technologies numériques en enseignement. Donc, on est vraiment au cœur là, de ses intérêts et de ses sujets de prédilection. Fait que Francky, je te laisse toute la place. Comme d'habitude, vous allez pouvoir poser vos questions dans le clavardage. Mon collègue Philippe en prend note et puis on va pouvoir tenter d'y répondre d'ici la fin de la séance. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer tout ça. Je te laisse là-dessus, Francky, et toute la place. Excellent, merci beaucoup, Cathy. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui étaient à la conférence de Elsa hier, je trouvais que sa présentation terminait pile poil sur ce que je pensais ajouter avec ma contribution. Donc, je suis vraiment ravie. Donc, jouer, m'aligner, mais tout ça dans le but de choisir des pratiques ludiques efficaces. Donc, je commence avec le plan de la rencontre puis nos objectifs. Donc, le but de ma présentation, c'est vraiment de vous permettre d'explorer les multiples formes de la ludification. Donc, on va sortir un peu des grandes lignes répandues de c'est quoi la ludification pour voir plus globalement qu'est-ce que ça peut être au-delà des pratiques les plus connues. Ensuite, il y a aussi l'intention de développer les réflexes dans le choix des pratiques ludiques. Donc, comme je vous dis, je pense que c'est l'ajout que je vais faire par rapport à celle de Elsa d'hier. Puis, finalement, ça sera aussi de contribuer ensemble. Si vous avez un peu de temps à la fin, puis un peu d'énergie, puis vous vous sentez inspiré par rapport à la présentation et au contenu, de vous proposer et de vous mettre en primeur une ressource libre que j'ai produite avec mon équipe à l'aide du pôle interordre qui nous a fourni les ressources pour produire une ressource libre en primeur parce qu'effectivement, elle n'est pas terminée. Donc, si vous avez des commentaires, des rétroactions qui pourront guider la conception de cette ressource-là, ça va nous faire plaisir d'en prendre connaissance. Puis, vous serez invité déjà à la consulter, à y avoir accès, mais surtout dans cette intention de co-construction. Donc, petit écran noir, là, ça vous met déjà en action. Donc, je vous invite à vous poser la question, ben, c'est quoi la ludification selon vous? Là, on s'éloigne un peu de l'aspect théorique. Je vais y aller, moi, de mon côté, avec cet aspect plus conceptuel. Concrètement, avez-vous des exemples de pratiques que vous référeriez à des pratiques de ludification d'enseignement? Donc, je vous invite à le faire dans le clavardage si ça vous convient, là. Je l'ai ouvert à côté de moi. Francky, je ne sais pas si tu partageais ton écran, mais si c'est le J'ai pas partagé OK, mon c'est bon, parfait. écran. Comme tu parlais d'écran Mhm. noir, je voulais juste me valider si On est 100% dans l'écran. Merci beaucoup. Est-ce qu'on voit mon écran? on voit ton écran, ouais, merci. Excellent. Donc, je vois Classcraft, les badges, Kahoot, ouais, utilisation de l'enveloppe dans Moodle, OK. Minecraft, oh, WooClap, oui, absolument. Donc, l'utilisation d'outils, là, moi, je vois beaucoup de choses comme ça. Jeu de rôle, simulation, donc utilisation de jeu carrément, progression, exercice interactif, learning apps.
Excellent. Donc, jeu sérieux. C'est en plein dans les thématiques. Je vais commencer avec celle au niveau de la littérature qui est le plus répandue. Puis, c'est tous les systèmes justement associés à des caractéristiques typiquement associées au jeu. Je mets entre parenthèses jeux vidéo parce que les termes puis la littérature scientifique qui a été élaborée est arrivée dans les mêmes moments du développement du jeu vidéo, d'où justement cet aspect très ludique de badge qui est vraiment associé à la ludification, système de tableau de classement, système de points, des défis, de la personnalisation avec des avatars, des choses comme ça. Donc, au niveau de la littérature, c'est celle qui date le plus au niveau de l'éducation, puis qui arrive vraiment avec l'ère du numérique. Donc, c'est pour ça, les outils, effectivement, on est capable de l'associer avec des outils numériques un peu plus facilement. Puis, ça nous permet d'en explorer quelques-uns ensemble pour voir en quoi ces outils-là, ça correspond à la définition de la gamification dans ce cas-là. Donc, effectivement, WooClap, rétroaction automatisée, gratification de la réussite, système de points, puis ces choses-là. Donc, on est vraiment dans de la gamification, dans des stratégies associées à des caractéristiques de jeu. Un système de défi, donc on met un temps limite pour challenger nos apprenants pour qu'ils réussissent un défi dans un temps limité. Il y a une ressource gratuite ici pour en plus ludifier l'interface. Ça peut être une bombe qui est sur le point d'exploser, ce genre de choses-là, plutôt que juste faire de la gestion de temps, ludifier la gestion de temps puis de l'exercice. Donc, ça peut être un moyen. Wheels of Name, donc on peut choisir 4-5 activités différentes, ajouter de l'incertitude, donc l'élément d'incertitude dans les jeux vidéo et dans les jeux, c'est un élément qui ludifie énormément. Donc, on rend la classe un peu moins prévisible, donc on a une possibilité d'avoir notre activité préférée en fin de rencontre synchrone, par exemple, ou en devoir, ce genre de choses-là. Donc, on crée de l'incertitude avec ce chose-là. On peut même y aller avec la personnalisation, donc même avec le Wheels of Names, on peut demander à nos apprenants ce qu'ils ont le goût de faire ou d'explorer pour la suite. On le met dans le système, puis ensuite, on a un choix aléatoire qui est fait pour vraiment créer un engagement chez les apprenants. Geniali, même chose. Donc, même si pour les experts en Geniali, on peut même y aller avec la personnalisation. Donc, on peut faire des embranchements, une activité ludique, un escape room avec Geniali, ce genre de choses. Donc, effectivement, on est plus dans cette perspective de la définition de la gamification selon la littérature. D'autres formes qui sont assez circonscrites, qui pourraient s'apparenter à de la ludification, de la gamification, parce qu'ils sont assez faciles à implémenter, c'est toutes les références à l'attitude ludique. Donc, des références culturelles, par exemple aux mimes, à des jouets plutôt qu'à des objets un peu plus sérieux. Si j'arrive dans un environnement où c'est qu'il y a des Legos sur une table, ben, je me sens déjà dans une posture un peu plus ludique que si c'était du papier ou du crayon, parce qu'on réfère à des éléments qui nous mettent nécessairement dans une posture un peu plus ludique. Et j'ai aimé la présentation au début de semaine de la professeure de français qui disait qu'on pouvait même jouer avec nos mots, jouer avec des rimes, faire des poèmes, des choses comme ça pour aussi alimenter l'aspect de ludification, même dans la diffusion de nos connaissances aux apprenants. Donc, je trouvais ça intéressant de le rajouter dans cette slide-là. Donc, je vous ai mentionné énormément de choses qui est possible, mais une chose qui est importante à considérer pour que la gamification soit efficace, puis c'est entre autres pourquoi c'est la forme qui a le moins de consensus au niveau de la littérature sur ses effets, puis qu'il y en a qui aiment beaucoup la gamification, il y en a qui n'aiment pas beaucoup, elle fait parfois mauvaise presse. Ben, c'est justement parce que même si ces éléments-là sont faciles à intégrer, les outils, on a nommé beaucoup d'outils, il faut savoir utiliser ces outils-là à bon escient pour que ce soit efficace. Et donc, ça ramène, entre autres, à l'élément puis l'importance du design. Donc, si j'intègre un tableau de compétition dans mon WooClap, ben, je dois d'abord considérer si ça fait sens dans le contexte d'enseignement, puis pour la population cible que je vise. Si les étudiants sont super anxieux, puis là, je leur mets un tableau de bord aussi qu'on affiche les gagnants puis les perdants, ben, peut-être c'est
Il y a une question de design qui est vraiment à questionner quand on utilise cette forme assez simple, mais finalement, la question de design, c'est pas si simple que ça à produire une expérience qui soit unique puis significative. Donc, je vous amène un peu dans mon univers à moi, juste pour vous exemplifier. Dans ce cas-ci, c'est pas un outil pédagogique, c'est vraiment un jeu qui s'appelle Peggle, mais que je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui peuvent refléter des mécaniques de ludification, mais qui sont agencés d'une façon pour vraiment amplifier l'expérience ludique. Fait qu'un jeu assez simple, là, vous devez connaître sûrement ces vieux jeux-là. Le but, c'est de lancer une balle dans l'environnement puis de casser le plus de cases possible. Et dans ce cas-ci, la condition de réussite, c'est de casser tous les blocs orange de l'interface. Donc, il y a des éléments d'incertitude. Il y a d'autres éléments que vous allez voir, là, les points, les bonus, les combos, qui amplifient vraiment l'expérience. Puis vous allez voir comment le design est important là-dedans. Donc, je démarre. Donc, on est à 2 doigts à un moment donné d'attraper le dernier morceau. Mais là, il y a un slow motion qui arrive, qui amplifie l'effort d'avoir été sur le point de réussir. Et là, finalement, on met vraiment une énorme emphase sur la victoire. On voit qu'il y a des avatars, on voit qu'il y a un système de points, on voit qu'il y a de l'incertitude sur la victoire. Donc, il y a énormément d'éléments. Pourquoi j'aime Peggle, personnellement? C'est parce que c'est une expérience de jeu que de nul autre. Donc, on se rappelle tous de ces jeux-là qu'on a sûrement joué une ou deux fois. Est-ce qu'on se rappelle du nom? Est-ce que c'est une expérience unique avec les mécaniques tout seul, comme qu'on a décrit dans les slides suivantes? Pas nécessairement, mais l'agencement, le design de ce jeu-là fait en sorte que il est tout particulièrement distinctif. Une recherche est faite propre à ce jeu-là. Donc, c'est un chercheur qui a décidé de programmer un jeu identique. Donc, il y a les mêmes mécaniques de gamification, si on veut, à la distinction qu'il n'y a pas un agencement de design. Puis, on enlève la musique, les couleurs extravagantes, ces choses-là. Puis, en réalité, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, l'engagement est vraiment moins élevé, puis le temps de jeu, est vraiment diminué, simplement au fait que le contenant n'est pas le même. Donc, il y a les mêmes mécaniques de jeu, il y a les mêmes objectifs, mais tout ça pour dire que la gamification, non seulement le contenu est important, mais le contenant aussi. Si je peux faire le pouce sur les présentations antérieures là, en début de semaine, il y avait beaucoup d'éléments sur l'analyse d'un PowerPoint, des choses comme ça. Donc ça nous rappelle l'importance de la qualité de la production puis de la cohésion des stratégies qui sont mises en place dans nos présentations. Donc, ce qu'en dit la littérature scientifique là-dessus, c'est que oui, les stratégies de gamification, ça favorise la motivation. Globalement, il y a une espèce de consensus là-dessus. Et c'est pourquoi, des fois, la gamification fait mauvaise presse, c'est parce que ce qui ne fait pas consensus, c'est vraiment sur les retombées des acquis. Donc, il y a des recherches qui soulignent que ça a vraiment un effet positif sur la rétention de savoir, puis sur le développement de compétences. Il y en a d'autres que c'est presque minimal, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans ces techniques-là? Il n'y en a pas du tout. Et ça ramène justement à cette importance-là de la cohérence. Ce qui est soulevé, en fait, comme critique, c'est que les moments que ça fonctionne moins bien, c'est quand que mon exemple là, de rajouter de la compétition dans un environnement, déjà que la compétition est élevée, c'est sûr qu'on n'amène pas l'aspect ludique et donc on échoue à atteindre cette intention de ludification. Maintenant, encore à vous, donc mes écrans noirs, ça, c'est pour vous. Donc, autre que la gamification, j'ai nommé quelques outils, quelques mécaniques autres que ces pratiques-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent? Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc, Odyssée, jeu d'évasion, je vais remonter en fait, là, jeu sérieux, excellent. Donc, effectivement, la deuxième forme qui est la plus répandue dans la littérature, c'est tout ce qui concerne trame narrative intéressant.
Donc, effectivement, c'est le jeu sérieux. Donc, quitte à avoir des éléments de jeu qui veulent s'inspirer puis engager un peu plus l'apprenant, pourquoi pas intégrer le jeu tout court avec des intentions pédagogiques derrière. Le jeu sérieux se décrit par l'utilisation de jeux dont les objectifs sont autres que celui du divertissement. Donc, généralement, là, la manière qu'on voit un jeu sérieux, c'est au niveau de sa conception. Donc, le producteur du jeu a conceptualisé le jeu dans d'autres intentions que celui de divertir, se détendre ou avoir du plaisir. Donc ça crée un bassin énorme de ressources, là. Donc, j'ai vu Minecraft passer, entre autres. Donc, il y a des jeux grand public, il y a des jeux gratuits en ligne. La communauté de programmeurs et même de pédagogues produisent énormément de jeux puis les rendent disponibles. Les jeux indépendants, donc des petites équipes issues de communautés qui vont avoir des intentions très propres à leur communauté et qui vont créer des jeux sérieux. Et des projets de développement. Donc, ça, c'est vraiment les équipes qui viennent rechercher du financement, des équipes de programmation, puis qui vont vraiment développer un jeu qui va répondre à leur situation d'enseignement. Ça peut être numérique ou pas. Donc, les jeux de table, c'est la même chose. On peut parler de jeux sérieux. Mais bon, formation à distance, on va se concentrer sur le numérique aujourd'hui, dans le cas de ma présentation. Puis type de jeux sérieux, ça peut être les jeux éducatifs, donc les fameux Allo Prof, Adibou de ce monde. Les jeux expérientiels, donc le but, c'est d'engendrer une expérience complète, complexe chez la personne. Ça peut être une expérience affective, entre autres. Ou les ludo-simulations. Je mets ludo-simulation parce que c'est pas toutes les simulations qui correspondent vraiment à une expérience ludique puis qu'il y a cet avantage-là. Mais là, on met un aspect ludique au profit de cet aspect pour gagner un peu la rétention puis la motivation autour du jeu. Donc, des intentions au niveau de la sensibilisation sur l'écologie, les postures postcoloniales, le féminisme, entre autres. Je vous donne quelques exemples ici. Donc, Before Your Eyes, c'est un jeu expérientiel. Donc, c'est une petite équipe qui a produit un jeu grand. C'est pour le grand public, là. C'est pas un jeu pédagogique. Mais c'est un jeu qui vise une expérience sur le deuil. Donc, on voit défiler devant nos yeux la vie que notre personnage qu'on incarne a menée. Puis la mécanique, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que l'expérience va même jusqu'à influencer la mécanique de jeu. Ça fonctionne avec les clignements d'yeux, ces jeux-là. Donc, dans le fond, on n'a pas le choix de faire le deuil qu'éventuellement la caméra va capter que je vais cligner des yeux puis je devrais faire défiler les souvenirs, bons ou mauvais, d'une vie. Et donc, on a cette expérience-là du deuil. On est très loin du divertissement, n'est-ce pas? Donc, on est vraiment dans cet aspect sérieux de l'expérience. Les échos de la cour, donc Affordance en collaboration avec l'Université d'Ottawa, tout fraîchement sorti. Donc, gros projet pour l'université, pour leurs étudiants en droit. Et donc, c'est une simulation, une ludo-simulation de la cour martiale pour préparer les étudiants à quoi ça ressemble l'environnement, les tâches qui sont associées dans ces milieux-là, puis à déjà les initier à ce qui s'en vient après les bancs d'école. Donc, on voit que ça peut avoir une grosse envergure. Gratuit sur Steam pour les curieux pour voir quel type de projet de développement dans ce cas-là c'est possible de faire. Affordance est aussi une compagnie de jeux qui est très engagée dans les projets de recherche puis les projets pédagogiques aussi. Be Careful, donc un jeu de sensibilisation sur l'aspect écologique, puis sur les conditions des abeilles. Donc, un jeu produit de la part des finissants du DESS de l'université pour donc veiller à cette intention pédagogique, bien que ce soit d'abord un jeu de gestion. Donc, on réfère vraiment à une caractéristique de jeu. Puis bon, j'ai mis un bon générique de Brain Age, donc pratiquer nos compétences cognitives. Ça aussi, on peut les considérer comme des jeux sérieux. Oui, merci de mentionner Two Falls. Two Falls, qui est un jeu aussi sur je dirais expérientiel,
sur les cultures, hein, donc réalité autochtone. Mais ce qui est intéressant avec Two Falls, si je me trompe pas, si c'est le jeu que je pense, c'est qu'on change de posture. On est le colon qui débarque chez les Autochtones, puis on a l'option aussi de se mettre dans la peau d'une personne autochtone. Puis là, donc, on voit l'environnement très différemment que le colon. Donc, c'est un beau jeu expérientiel sur cet aspect-là. Bon point. Avez-vous des exemples de jeux sérieux non numériques? Bon, comme je vous dis, c'est pas le but de cette présentation-là. Je pense qu'en formation à distance, il y a moyen d'utiliser autre chose que le numérique puis en jeu. Fait que moi, je suis curieuse de vos pratiques, puis si vous souhaitez le partager à l'ensemble du groupe, moi, je trouve ça intéressant de le mettre en commun. Je pense qu'il y a énormément de potentiel avec le jeu non numérique, même à distance. Donc, je vous laisse le clavardage réagir à ça. Donc, qu'est-ce qu'en dit la littérature scientifique sur le jeu sérieux? C'est que là on règle le problème de... On a la motivation et on a aussi le rappel en mémoire. Bon, là, il y a tout un débat sur les types d'apprentissage. Les apprentissages expérientiels sont un peu plus efficaces que les apprentissages de concepts de surface. Donc, bref, il y a quelques débats, mais généralement, on atteint cet effet-là désiré de rappel en mémoire et d'impact d'apprentissage. Donc, ça, c'est un gros bonus avec le jeu sérieux. Mais il y a tout un défi dans le choix du jeu pour correspondre au curriculum du cours. Donc, pas parce que ça parle de la bonne période historique qu'on souhaite aborder avec nos étudiants que ça couvre que ça. Donc là, on parlait dans une autre présentation de distraction. Ben là, ça peut créer de la distraction. Donc, ça demande toute une gestion autour de l'expérimentation du jeu qui est essentielle. Donc, la séquence d'apprentissage dans le cas du jeu sérieux devient particulièrement importante pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet néfaste à l'utilisation du jeu, puis qu'on a vraiment cette option-là de profiter de l'expérience, mais venir de faire un retour, de tricoter cette expérience-là, vraiment en les mettant en relation avec les objectifs du cours puis ce qui est à retenir. Donc, c'est mon dernier point, justement, l'importance de planifier un retour sur l'expérience et les objectifs d'apprentissage. Donc, l'expérimentation a duré plus longtemps que prévu. Il vous reste que 2 minutes avant que les gens se déconnectent. Prenez ce 2 minutes-là. La littérature fait vraiment consensus là-dessus. S'il n'y a pas de retour sur les objectifs d'apprentissage, on passe à côté de l'occasion de retour sur l'expérience puis de consolider les acquis au travers de l'expérience du jeu. Donc, tout particulièrement important dans le cas du jeu sérieux. Et là, ça devient une blague. Autre que la gamification puis le jeu sérieux, qu'est-ce qui reste? Avez-vous des idées de pratiques? Je me souviens pas s'il y en avait quelques-uns. Ben oui, progression, j'aime ça. Allons-y. Donc, c'est rendu une blague parce que là, la question est à peu près la même. Simulation. Ben, j'aime ça, simulation. Comme je dis, simulation, des fois, c'est des jeux, ça rentre dans le jeu sérieux. Mais peut-être on va trouver notre compte avec mon dernier point, là. Donc, en tout cas, on pourra en discuter. C'est vrai que c'est intéressant. Mais je parlerai plus de ludo-simulation à ce stade-ci. Jeu matière. Bon, c'est un petit mot là, que j'ai moi-même, que je vous propose en fait pour référer à chaque fois qu'on utilise des jeux. Donc, c'est pas des jeux sérieux. L'intention de la création du jeu ne servait pas à l'intention autre que le divertissement. Donc, ça peut être des jeux de divertissement, mais ça devient comme des thématiques étudiées. Donc, par exemple, analyser une narration de jeu vidéo plutôt que d'un livre, analyser la représentation d'un enjeu social qui sont témoignés parfois dans les jeux vidéo, développement de la compétence de la littératie vidéoludique, donc expérimentation en 3D, faire des choix libres. Donc, il y a toute une mécanique de littératie qui n'est pas développée chez tout le monde. Je pense qu'on l'a mentionné avec Elsa hier. Donc, ça peut être un objectif parce que c'est, dans le fond, le jeu vidéo. Si on le voit déjà dans le jeu matière, c'est qu'on prend pour acquis que c'est un gros volet de la culture en ce moment, puis que c'est des compétences qui pourraient être pertinentes.
Analyse d'un discours de joueurs via le forum et les wikis. Donc là, on casse même au-delà du jeu. Il y a des productions qui se font sur le jeu vidéo, des productions culturelles, puis de communauté. Puis ça peut être ça aussi des phénomènes intéressants à étudier. Donc, ce qu'en dit la littérature scientifique, ben, ça favorise surtout la motivation intrinsèque. Parce que là, on vient casser un peu notre mur de ce qui se passe dans mon cours, puis ce qui se passe dans mon temps libre. Donc, on vient faire des liaisons au-delà des objectifs du cours. Donc, c'est d'où l'aspect de la motivation intrinsèque. Puis, par contre, ça nécessite vraiment l'acceptation de l'approche culturelle en enseignement, propre aux jeux vidéo. Donc, moi, dans mes recherches, j'ai longtemps évité le mot jeu parce que ça faisait grincer des dents. Des fois, là, le jeu, pourquoi j'intégrerais ça? Je veux que les gens apprennent, puis donc, ça référait pas nécessairement à une posture sérieuse. Donc, nécessairement, si on accepte d'étudier le jeu comme objet pertinent culturel dans une classe, mais ça veut dire que ça vaut aussi bien d'un livre, de l'art visuel ou d'autres types de production culturelle. Donc, ça prend nécessairement ça. Et là, ma fameuse blague, ça va, je vous amène à mon tout dernier point. Puis là, bon, l'aspect de l'assimilation, peut-être que va rentrer un peu plus là-dedans, même si elle n'est pas ludique. Donc, on y va. Terme qui est de plus en plus répandu, moi, à l'époque, quand j'utilisais, je lisais la ludicisation, il y avait 2-3 écrits à peine là-dessus. Maintenant, il y en a énormément, puis on demande à Gemini ce qu'en dit la ludicisation. C'est ce que moi, je réfère à la ludification ancrée. C'est le concept que je vous propose parce que je vais vous nuancer un peu le terme de ludicisation un peu plus tard. Donc, ludification ancrée, donc stratégie reconnue au jeu. Donc, ce n'est pas des mécaniques de jeu ou des stratégies du jeu nécessairement, mais reconnues au jeu, puis utilisées sur des outils d'enseignement. Donc, à la nuance du jeu ou de la gamification, on est vraiment dans cette retombée de la ludification dans le but de rendre une posture du jouet significatif. Elsa distinguait la posture du Spida, donc l'action de jouer contre la posture ludique, plaisante, etc. Donc, on est vraiment plus dans ce deuxième volet-là, dans le meaningful play. Mais là, meaningful, là, on est comme dans une activité qui est intrinsèquement motivée. Donc, si moi, je joue le soir aux jeux vidéo, personne ne me force, je m'engage volontairement, puis de manière autonome dans cette activité-là. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui est poussée par l'individu qu'on cherche à retrouver dans la ludicisation ou dans le concept que je vous propose, ludification ancrée. Ça s'apparente aussi plus souvent à d'autres pratiques pédagogiques. Donc, quand j'ai commencé à étudier la ludicisation, les gens disaient finalement, je faisais la ludification, la ludicisation sans même me rendre compte parce que dans le fond, ils faisaient de la classe inversée, de la pédagogie par projet ou de l'approche orientante. Puis effectivement, cette idée de viser une action qui est poussée par l'individu de manière intrinsèque puis autorégulée, ça s'entrechevauche avec d'autres approches de cette nature-là pédagogique. Exemple de pratique de l'éducation ancrée, donc je vous en donne 2 ici. Un système de tâches d'apprentissage au choix. Je trouve que le numérique, puis dans l'enseignement à distance, ça devient encore plus facile. Donc, on organise nos activités en fonction de thématiques, en fonction de leur durée, en fonction de leur niveau de difficulté, puis on laisse le choix. Les objectifs d'apprentissage doivent être super clairs. La finalité du cours, c'est vers ça qu'on se dirige. Visons ça tous ensemble. Mais ensuite, le cheminement super variable d'un individu à l'autre. Un va préférer spécialiser dans un projet de plus grande envergure tout au long de la session, va développer les mêmes compétences que la personne qui l'aura découpé en petites tâches, puis qu'on aura proposé une organisation seulement différente du contenu. Énormément chronophage sur le coup, parce que là, il faut organiser puis planifier un espace pour structurer toutes ces ressources-là d'avance au tout début du cours. Mais une fois que ça s'est fait, je pense qu'il y a tout un gain
à avoir dans cette pratique-là. Un autre, donc une mise en abîme, on aime ça, donc on s'intéresse à une pratique autodéterminée, mais là, du jeu. Donc là, la création de jeux vidéo, c'est un peu mon dada et mon passe-temps. Donc, inviter les apprenants à se lancer dans une création de jeu. Ils choisissent le scope qu'ils veulent. Nous, on leur donne certaines restrictions, les restrictions de temps, de thématiques. Ça peut être les thématiques, les restrictions, ça peut être vraiment ceux associés au contenu propre au cours. Donc, il y a une variété de choses qui sont intéressantes à faire dans les fameuses Game Jam ou les projets de création de jeux avec nos apprenants. Donc, c'est les pistes que je vous donne. Un enseignant passionné qui réussit à faire son enseignement un jeu. Ah, excellent. Mais c'est ça. Donc, on voit que je vais revenir sur ces aspects-là. Là. En termes de faisabilité, il faut être engagé pour aller vers des pratiques comme ça, c'est certain. Hein? Donc, qu'importe la ludification maintenant, donc j'ai décortiqué 4 grandes formes de ludification qui s'entrecoupent de plein de pratiques concrètes. Mais qu'importe, je pense qu'effectivement, j'ai vu passer dans le clavardage, donc ces pratiques-là doivent être menées par l'intention pédagogique. Donc, que ce soit associé vraiment à un enjeu d'apprentissage qu'on souhaite remédier ou vraiment faire maintenir la motivation à l'apprentissage ou même faciliter la gestion puis les autres tâches d'enseignement. Qu'importe ces raisons-là, c'est des raisons pédagogiques qui doivent guider le choix de la pratique. Partie 2, ben, non seulement l'intention pédagogique, mais aussi par rapport aux apprenants qui sont devant nous. Je vous avais dit que j'allais parler du terme de ludicisation, c'est parce qu'en sociologie, on réfère au même terme, mais plutôt pour aborder la transformation de la conception culturelle des activités ludiques. Donc, il y a la ludicisation de l'apprentissage, oui, donc les environnements d'apprentissage sont plus ludiques, les technologies sont aussi plus ludiques, mais nos sociétés aussi. J'ai vu passer Minecraft. Quand Minecraft est sorti, il y avait des gens qui trouvaient que c'était comme du travail. Les étudiants là, ou les joueurs, ils piochent des centaines d'heures pour aucun objectif puis gratification autre que le travail lui-même. Donc, comme je vous dis, l'évolution du terme de ce qui c'est quoi une activité ludique, avoir du plaisir en classe, c'était inimaginable, j'imagine, à une certaine époque. Donc, il y a vraiment une évolution qui est à considérer, d'où l'importance de questionner toujours nos apprenants, puis pas prendre ça pour acquis. Puis aussi de voir s'il y a des résistances. Donc, je vous l'ai dit, il y a certaines visions de c'est quoi ludique, dans quel contexte qui serait préférable, qui sont à considérer parce que c'est sûr que s'il y a une résistance chez nos apprenants ou dans le milieu de pratique, ben c'est sûr qu'on sera limité sur le type de pratique vraiment, si on veut l'impact désiré. C'est toujours dans cette optique-là. Et finalement, ben, soyons réalistes. Comme je vous dis, l'approche de ludicisation, les 2 exemples que je vous ai montrés, ben, on peut y aller lentement, mais sûrement si on veut, si on s'intéresse à ces pratiques-là. Mais on peut y aller aussi à plus petite échelle, puis trouver son compte. Donc, voilà les 3 petites apartés qui sont quand même indéniables, qu'importe la forme de ludification qui nous intéresse. Donc, dernier conseil et point à retenir. Donc, évaluer les besoins puis les possibilités, c'est nos fameux 3 points que je vous ai mentionnés, intention pédagogique, profil ludique, puis les ressources puis la faisabilité. Moi, ce que je voulais que vous reteniez aussi, c'est qu'à la lumière des multitudes de pratiques en ludification, ben, qu'il y en a une pour tout le monde. Donc, si on n'aime pas trop le système de jeu de gratification accéléré, automatique, ben, il y en a d'autres formes de ludification qui sont plus enracinées chez l'individu, plus centrées sur l'étudiant. Donc, on peut explorer ces options-là. Et finalement, ben, en ouverture, continuer à être innovant tout en restant critique. Donc, je vous ai parlé un peu de l'aspect social. Ben, qui dit jeux vidéo, qui dit numérique, ben, il y a des enjeux d'inclusion, des enjeux sociaux, des enjeux écologiques qui sont rattachés
à ces usages-là. Et donc, c'est toujours garder l'esprit ouvert. Je dis pas d'être dans la tolérance zéro puis pas se mettre le pied à l'eau, mais surtout rester à l'affût de ces enjeux-là qui peuvent émerger, puis qu'on les constate en fait une fois la pratique intégrée. C'est correct, on les explore, mais il faut simplement garder l'œil aiguisé puis trouver des solutions par rapport à ces enjeux sociaux qui sont plus larges que ceux du contexte d'enseignement. Donc, avant de finir, c'était pas mal tout pour la présentation des grands modèles là, de l'éducation. Je voulais simplement vous souligner que je vous ai donné en ouverture l'aspect critique et social derrière ces usages-là. J'ai un projet vraiment qui démarre tout bientôt, un projet de recherche sur l'enseignement de ou par la création des jeux des apprenants comme pratique inclusive. Donc, si vous avez le goût de démarrer une réflexion active sur ces enjeux-là en création de jeux avec les apprenants, ajoutez-moi sur LinkedIn, écrivez-moi par courriel. Ça va me faire plaisir de vous mettre dans la boucle pour que vous ne passiez pas à côté du projet. Puis finalement, ressources en primeur, donc je vous l'avais dit, grâce au pôle interhors d'expertise, on a reçu du financement et des ressources pour vous proposer à la communauté la formation à distance d'un arbre décisionnel. Et donc, je vous invite à accéder à cette ressource-là. Dans le fond, je ne sais pas si vous étiez là hier, Elsa proposait une exploration, puis des considérations surtout sur est-ce qu'on est plus dans le PAIDA que dans le Ludus. Mais moi, je trouvais que cette approche-là, quand même, elle amenait des défis au niveau quand même de l'intégration de la pratique. Parce que dans le fond, là, souvent les échecs là, dans la ludification, c'est lorsqu'elle est mal intégrée ou qu'elle ne réussit pas à se coller au contexte du milieu. Donc, j'essayais de voir comment, de manière non linéaire, là, ma présentation était super linéaire, hein, de 1 minute à 30 minutes. Mais ça ne répond pas à vos besoins nécessairement, puis ça fait tellement de choses à retenir puis à explorer que je me disais qu'il nous fallait des outils un peu plus intéressants, ne serait-ce que pour casser cette idée-là que je peux faire des gamification si je suis plus ludus, ludus. Mais je m'en vais dans le PAIDA, fait que ludicisation, mais qui est ultra chronophage, fait que là, je serais pas en mesure de le faire. Fait que là, je voulais casser un peu cette approche ludus PAIDA en vous proposant une ressource en format arbre décisionnel. Donc, quand vous cliquez sur le lien, comme je vous dis, ce lien-là, allez-y, il est disponible, vous avez le lien maintenant. Il sera plus officiellement disponible et terminé, là, sachez qu'il n'est pas terminé, en mars. Donc, gardez ce lien-là, c'est sûr qu'il sera rediffusé en mars une fois la ressource complétée. Donc, on accède au site web. On a une première page de tableau de bord, donc qui résume les intentions de cette ressource-là, les crédits de mon équipe aux stratégies numériques de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Et là, la première étape, c'est le fameux arbre décisionnel. Donc, c'est nos fameux 3 points. Donc, c'est quoi nos intentions pédagogiques? Je vous propose 3 grands thèmes, là. À qui est-ce que mon environnement, mon milieu est favorable, résistant? Comme je dis, c'est un amorce à la réflexion au-delà de OK, je suis un amorce qui va se coller un peu plus à votre réalité, si vous voulez. Bien que pour réussir à faire ces ressources-là, on est limité. Ici, on propose quand même 12 profils différents avec une rétroaction qui résume votre profil, puis déjà une direction, puis une explication pourquoi que dans votre situation, à vous, en fonction de ces 3 critères-là, donc objectifs d'apprentissage, milieu favorable ou résistant, ou limitation de ressources, en fonction de ces 3 petites choses qu'on connaît très peu de vous, en fait, ou qui sont très variables d'un milieu à l'autre, de vous donner une rétroaction pour guider votre exploration des pratiques. Donc, ça, c'est la première étape. Les scénarios vous pouvez les refaire à tout moment.
puis ajuster en fonction de vos besoins, l'évolution de votre contexte. Excellent. L'étape 2, c'est à peu près le contenu que je vous ai présenté de manière linéaire, mais là, vous avez la chance avec la première étape de le reconsulter à tête reposée et aussi diriger par rapport à des réflexions de votre milieu à vous. Ensuite, à la toute fin, donc je vous invite à le faire hein, dans le clavardage, les gens qui sont là. Et une fois que vous l'aurez exploré, donc je prendrai peut-être 5 minutes, puis si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pourrez y réfléchir puis les déposer dans le clavardage en même temps. Puis à la toute fin, dans le mot de la conceptrice, j'ai laissé aussi un espace de commentaires, rétroaction. J'ai la chance, merci à la Semaine de la FAD d'avoir accepté ma proposition, parce que dans le fond, ça va me permettre de fignoler, peaufiner, ajuster les exemples de contenus qui sont là. Vous allez remarquer, là, entre autres, l'étape 2, ce qui manque énormément à produire, c'est les exemples de pratique. J'aimerais ça qu'elles soient tangibles, concrètes, faciles à implémenter. Mais nécessairement, comme conseillère pédagogique, j'ai pas toujours les pratiques de l'éducation que moi, j'ai testées en terrain concrètement. Mais vous l'avez. Donc, les pédagogues là, qui sont avec nous puis qui enseignent à distance, ben là, c'est un peu l'apport que je vous invite à m'écrire ou à simplement laisser une rétroaction dans le form qui est inséré à même ressource. Donc voilà, je vous laisse un petit 5 minutes, puis en même temps, si vous voulez, je garde mon micro ouvert, puis s'il y a des questions, je pourrai y répondre. J'arrête mon partage. Merci beaucoup, Francky. Alors, comme Francky le disait, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez soit lever la main, lui poser la question à voix haute ou bien l'écrire dans le clavardage, puis on va les prendre tranquillement. Te remercier dans le clavardage, en tout cas pour ta présentation très intéressante. Alors, pendant qu'il y a des remerciements, en attendant qu'il y ait des questions, moi, je me questionne sur, dans ta pratique à toi, est-ce que tu as des exemples concrets? Est-ce que tu le, tu sais, comme conseillère pédagogique, est-ce que c'est des approches que tu suggères à des profs que tu accompagnes, par exemple? Ça ressemble à quoi dans ton quotidien à toi, l'utilisation de la ludification ou la ludicisation? Je vous avoue que la ludicisation, c'est ce que je préfère proposer. Tu sais, mon milieu de profession, donc je suis à l'université, je transforme des cours en ligne, donc des cours existants en ligne. Ça peut être des cours de premier cycle avec 200 étudiants. Donc, on se ramasse beaucoup de gens en ligne sur des plateformes qui, des fois, sont très linéaires, ces choses-là. Donc, le système au choix, c'est des choses que j'aime mettre de l'avant. Donc, on établit soit d'abord un profil, donc un profil en fonction des préférences ou du cheminement ou même d'intérêt, donc d'intérêt personnel, donc en tout début de cours. Puis ensuite, on les dirige vers un système de contenu au choix donc à la lumière de ces profils-là. Donc, ça, c'est un exemple de pratique que moi, j'aime mettre de l'avant. Parce que c'est facile, parce qu'on produit le contenu de toute façon, c'est simplement ensuite la mise en emphase pour les étudiants, des choses qu'on n'était pas sûr si c'était pertinent. Mais oui, mais pour certains étudiants, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui les aurait motivés. Mais là, finalement, nous, on n'a même pas à faire à ces choix-là de qu'est-ce qui est essentiel ou pas, parce que, dans le fond, on va plutôt l'associer avec des intérêts personnels de l'apprenant, puis on est gagnant-gagnant. Absolument. Il y a quelqu'un qui pose Priscilla qui pose dans le chat, elle dit, on sait que développer des serious games coûte cher en termes de temps et Mhm. d'argent.
Elle demande à quoi ça ressemble en 2026, justement, ce genre de réalité. Je pense que les compétences de programmation, les outils de programmation, il y a moyen de s'improviser programmeur, là. Donc, moi, j'ai confiance que en 2026, il y a beaucoup de pédagogues, je pense qu'ils le font déjà. Et je crois qu'en après-midi, on a créé des jeux avec l'IA, là. Donc, je crois que on pourra aussi avoir des réponses là. Mais effectivement, là, moi, je pense aussi que les game jams, c'est gagnant, gagnant. Donc, s'impliquer un peu dans une activité parascolaire, dans une intention d'un cours, on invite les étudiants à s'investir avec le contenu qu'ils ont acquis. On produit un jeu qui sera réutilisable les prestations suivantes. Donc, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Vous voyez, là, j'ai une approche communautaire là, de ces pratiques-là. Là. Donc, le jeu top-down là, fonctionne très bien selon moi. Parfois même plus que le bottom. C'est quoi? C'est top-down, bottom-up? Bref, vous comprenez, là, d'abord identifier le besoin des étudiants, le produire, plutôt qu'évaluer, nous, ce qu'on pense être super pédagogique, intéressant, puis d'y aller avec le ludique, là. Des fois, eux, ils ont des idées super créatives, ludiques, qui vont mieux répondre et alimenter leur motivation que ce que nous, on serait en mesure de faire. Mais c'est ma posture très orientée culturelle du jeu, là, je vous avoue. Super. Il y a une question aussi qui a été posée par rapport à ta plateforme Netlify. On demande si c'est une plateforme d'hébergement ou bien si le parcours d'embranchement a aussi été développé dedans. Ah, intéressant. Vraiment intéressant. Est-ce que c'est un membre de mon équipe qui a dit ça? C'est Non, coquin. Non! non, c'est quelqu'un de l'UQAT. Ah, ah! Intéressant. Mon équipe aux stratégies numériques, on a une équipe de développeurs super engagés. Donc, c'est un éditeur de parcours d'apprentissage ou de création de ressources numériques faites maison. Donc, elle est libre. Libre. On utilise des codes libres dans des librairies libres. Et donc, on a produit cette plateforme-là pour aider nos concepteurs à avoir déjà une sensibilité pédagogique sur leur développement de cours en ligne. Donc, non. Ça vient pas avec Netlify. Netlify, oui, c'est un outil d'hébergement. Je crois que pour des petits projets comme ça, c'est gratuit. Oui, je vous invite à aller voir si c'est pour des questions d'hébergement. Pour les questions de l'éditeur, on est chanceux aux stratégies numériques. C'est vraiment notre équipe qui l'avons développée maison et donc qui répond bien à nos besoins de production de ressources. Est-ce que ça répondait? Je suis curieuse, oui. En tout cas, Simon dit oui. Merci pour la réponse. Excellent. On est encore dans le dilemme, là, vu que c'est notre équipe. Donc, c'est pas un outil institutionnel, il faut le comprendre. C'est un outil que nous, on utilise. Donc, on est vraiment maître de cette ressource-là. Puis, on est toujours dans ce dilemme-là de rendre disponible ou pas, mais un jour, si on reste en contact, peut-être qu'un jour, on mettra ça plus ouvert comme plateforme d'édition. Merci beaucoup. On a une nouvelle question où on nous dit on a parlé beaucoup d'outils technologiques et de jeux très élaborés, mais la personne aurait aimé savoir plus sur les mécaniques de jeu qu'on peut utiliser pour ludiciser une formation sans nécessairement tomber dans une production de type jeu vidéo très poussé. Est-ce que tu as des suggestions à faire par rapport à ça? Peux-tu me répéter la question? Oui, bien sûr. Dans le fond, elle voudrait avoir des idées de mécaniques de jeu qu'on Oui. pourrait utiliser pour ludiciser, mais sans tomber dans quelque chose qui demanderait énormément de travail dans une production et des jeux vidéo très poussés. Je ne sais pas si spontanément, tu as des petites idées de choses qui pourraient se Les mettre en place. premiers outils que j'ai proposés, donc système de défi avec les outils numériques que j'ai mis de l'avant, système au choix et le système aléatoire, donc créer de l'incertitude sur la finalité du cours, puis du déroulement du cours, surtout la finalité du cours. On espère que les apprenants aient appris ce qu'on voulait, là. Mais le déroulement du cours, ça, je pense que c'est intéressant. Donc, aussi simple, comme je dis, de démarrer votre séance avec l'option d'avoir un déroulement inattendu. C'est juste ça, je pense que ça peut être intéressant sans tomber dans le jeu.
bien que l'impact est vraiment ludique là, de savoir, pas savoir exactement ce qui s'en vient pour la suite. Donc, il y a ça. Système de défi aussi. Donc, se rendre à un certain niveau de palier puis dans notre cours, puis dire, mais là, c'est un défi, on ne s'attend pas que vous ayez bon. Le but, c'est se challenger, puis ça a un effet aussi de ludicisation dans cette optique-là. On vient vraiment chercher de dire, non, non, c'est pas extrinsèque, hein, on n'est pas motivé par la réussite du défi, on est motivé par la volonté de se challenger, finalement. Donc, je ne sais pas si les pistes qui répondaient à votre contexte. Ah, Valérie dit merci. Bon, là, je pose une question. Il y a des gens qui répondent en même temps. Dans le fond, Sarah demandait si tu sais si Netlify respecte et conforme à la loi 25. Là, c'est très technique, mais Mon équipe de développement pourrait répondre, mais je ne sais pas s'ils sont là. Mais on fait attention toujours pour que nos serveurs soient canadiens, des choses comme ça. Là, je ne sais pas la loi 25, qu'est-ce qu'elle en dit exactement. Je ne suis pas dans cet aspect technique. Mais sachez que j'ai une équipe de développement qui considère ça suit. ces questions-là.